bonjour à toutes et à tous, et merci Christophe pour cette introduction. Et donc je vais m'employer à ne pas répondre à la question que m'a posée Christophe, comme pour tout mon intervenant. Pourquoi je ne vais pas répondre à cette question, en tout cas y répondre un peu à la fin quand même, c'est que tout simplement j'aimerais que par moment, enfin je pense que c'est l'occasion de ces assemblées de la semaine, de prendre aussi un peu de hauteur et un peu de recul par rapport à ce qu'on entend ici ou là, ce qu'on nous propose ici ou là. Car je crois que si on n'y fait pas attention, si on écoute un certain nombre de Cassandres et de gens qui se positionnent en grands intellectuels de l'énergie, on va avoir le choix, et c'est le choix un peu qu'on nous propose quand on regarde le sujet au niveau mondial, en fait, le choix entre deux chaos, un chaos social ou un chaos environnemental. Je pense que c'est aujourd'hui à peu près le choix que nous proposent certains. Alors, pourquoi cela? Pourquoi je dis un chaos social? Tout simplement parce qu'il faut revenir à un certain nombre de basiques qu'on ne répète peut-être pas assez et qu'un certain nombre d'économistes ont quand même largement démontré. Quand on regarde depuis 200 ans l'histoire du monde, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation directe entre le développement économique de communauté, le développement économique d'un pays et sa capacité à accéder à de l'énergie bon marché. C'est ça qui fait le développement d'un pays. Et il y a une corrélation directe du taux de croissance des pays avec la capacité des pays à accéder à de l'énergie bon marché. Il y a 200 ans, on a commencé à remplacer les hommes et les chevaux par quoi? Par ce qu'on appelle la machine à vapeur. D'ailleurs, on parlait en chevaux-vapeur. On parle toujours d'ailleurs un peu en cheval-vapeur. Mais c'est bien le signe, effectivement, que, quelque part, on remplaçait une force mécanique humaine ou animale par une force qui était autre, qui était la force de la machine. Et cette force de la machine a servi au développement. Contrairement à ce que disent certains intellectuels qui n'ont rien compris, leur première révolution industrielle, ce n'est pas la capacité des ingénieurs à lire. C'est un fameux intellectuel américain qui se prétend prophète de l'énergie qui a écrit ça. Je vous conseille vraiment de lire sa prose pour ne pas la retenir. Il a dit en gros ça. En fait, ce n'est pas du tout ça. La première révolution industrielle, c'est la capacité à transformer et à pouvoir finalement transformer des matières et transformer des choses grâce à de l'énergie. Et cette énergie non pas issue des hommes et des chevaux, mais de la machine. C'est ça la première révolution industrielle. Et la deuxième révolution industrielle, c'est celle du début du siècle, c'est celle liée à la mise en place de l'électricité, à l'électrification progressive des pays. Et là aussi, c'était une façon d'accéder à de l'énergie bon marché de façon plus efficace. Donc pourquoi je parle de chaos social? C'est que tout simplement, un certain nombre de gens, de Cassandre, nous parlent de dire tout ça, il faut l'arrêter, il faut faire en sorte qu'on diminue tout ça, qu'on ait de la décroissance, terme à la mode que j'entends de temps en temps. Je dis simplement que quand on le regarde au niveau mondial, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, aujourd'hui dans le monde, en Afrique, un peu partout dans le monde, qui n'ont pas accès simplement à cette énergie, qui n'y ont pas accès du tout, que ça s'appelle énergie ou électricité. Je dis simplement que ça ne peut conduire qu'au chaos social. Parce que si on refuse à ces gens-là le droit d'accéder à cette énergie, le droit du développement, on entraîne quoi? De la misère. Et qu'on ne se trompe pas, la misère ne restera pas dans ces pays-là. La misère migrera. Elle viendra chez nous, dans les pays développés. Et donc c'est notre devoir de développer et de faire en sorte que ces pays aient aussi accès à de l'énergie bon marché, à de l'énergie qui leur permette de se développer. Maintenant, quelle énergie? Parce que c'est l'autre enjeu qu'on nous indique souvent. Si on développe de l'énergie, qu'on va chercher n'importe quelle énergie et qu'on se met à la développer à toute vitesse, vers quel autre chaos on va? Vers le chaos environnemental. On aura effectivement énormément d'énergie produite. On aura effectivement des centrales qui fonctionneront, accès à de l'énergie, mais quelque part, si cette énergie, c'est pour émettre des tonnes de CO2, encore plus de CO2 aujourd'hui
qu'hier. Vers quoi va-t-on? Ben, on va vers un chaos environnemental. Là aussi, un chaos environnemental, ça veut dire la montée des mers, ça veut dire la montée des eaux, ça veut dire des épisodes climatiques particulièrement difficiles. On commence à en voir un certain nombre. Donc on va vers quoi? On va effectivement, là aussi, vers potentiellement des déplacements de population, des guerres, des désordres. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense que non. Mais encore une fois, quand on écoute bien un certain nombre de Cassandres, c'est ça qu'on nous propose. Faites le choix entre chaos environnemental ou chaos social, etc. Honnêtement, et je pense que c'est l'objet qui nous occupe, si on prend un peu de hauteur, je pense qu'il y a une autre voie. Cette autre voie, on l'a commencé à l'aborder largement ce matin par différentes interventions. C'est celle d'un monde où effectivement on puisse avoir accès à plus d'énergie, mais à plus d'énergie décarbonée, donc à plus d'électricité, et donc plus d'électricité décarbonée. Et donc ce monde, si vraiment c'est ce que l'on cherche, ce monde ne peut être qu'un monde où la place de l'électricité dans la consommation de l'énergie est plus importante, un monde où finalement dans le mix énergétique consommé dans le monde, la place de l'électricité soit plus importante, et que cette place dans l'électricité produite, eh bien, il y a un maximum d'électricité décarbonée, un maximum d'électricité sans CO2. Et ça, c'est possible. Ça veut dire quoi? De l'électricité à base, avant tout, de nucléaire et d'énergie renouvelable. C'est vers ce mix-là qu'il faut se développer, c'est vers ce mix-là qu'il faut aller, c'est celui-là dont dépend, finalement, de ne pas faire le choix entre le chaos social d'un côté et le chaos environnemental de l'autre. On peut y arriver, on peut le faire. Je pense que c'est ça la bonne voie qu'il faut choisir, c'est ça la bonne voie qu'il faut rappeler. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut orienter tous nos efforts. Alors bien évidemment, ça c'est la vision globale, c'est une vision, je pense, qui est importante parce que c'est celle qui doit nous guider, qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que c'est ça qu'on cherche, c'est vers ça qu'il faut aller, vers le moyen-long terme. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont des professionnels d'énergie, vous savez que de l'énergie n'est pas un sujet de court terme, à peine de moyen terme, c'est beaucoup un sujet de long terme. Et il faut garder ce point-là en vision, malgré les vicissitudes du court terme. Et les vicissitudes du court terme, je ne vais pas y revenir, on en a plein. On en a évoqué un certain nombre. Je voudrais juste m'arrêter sur une d'entre elles qui me paraît assez clé, parce que vous l'entendez à la radio, vous l'entendez à la télévision, vous le lisez dans les journaux. Oui, aujourd'hui, et en Europe, et en France en particulier, les prix de marché d'électricité sont bas. Ils sont même très bas. Et ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté auquel on est confronté, parce que qui dit prix d'électricité très bas, dit difficulté à se financer, difficulté à dégager des marges. Alors là aussi, vous entendez beaucoup de Cassandres, d'ailleurs souvent ceux qui n'ont pas vu venir la baisse du prix du marché, d'ailleurs, qui vous disent que ça c'est éternel, que ça va durer, que c'est bien ça la nouvelle révolution, que globalement ça va durer 15-20 ans, etc. Bon. C'est à peu près les mêmes qui n'ont pas vu venir, qui disaient à une certaine époque qu'on allait vers l'âge d'or du gaz, qui faisait en sorte qu'on a ouvert plein de centrales au gaz en Europe et en France, qu'on a fermé 7 ans après, parce qu'ils n'avaient pas vu effectivement qu'il allait y avoir les gaz de schiste qui allaient retourner un certain nombre de choses, notamment du charbon massivement envoyé en Europe, et donc finalement la fermeture des centrales de gaz en Europe. Bon. C'est à peu près les mêmes qui ne voyaient pas venir ce sujet-là, parce qu'en gros, la baisse des prix de marché, juste pour vous faire une idée quand même globalement de ce sur quoi on est confronté, c'est une baisse du prix de marché d'à peu près 20 à 30% en 3 mois. C'est l'ordre de grandeur. Donc, bon, vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez brutal, auquel on est confronté, qui va sans doute durer pour les raisons suivantes, qui sont assez simples. C'est quand on regarde ce qui fait le prix de marché. C'est quoi le prix de marché, en fait, de l'électricité? Il est fait comment? Ben, il est basé sur le prix marginal de production du dernier mégawattheure. Le prix marginal. Donc, quand vous avez des centrales
au charbon ou au gaz qui vous font le mégawattheure marginal, il est directement corrélé au prix du gaz et du charbon. Donc, finalement, ce qui fait aujourd'hui le prix en France, c'est le prix du gaz et du charbon que l'on achète. C'est aussi simple que ça. Donc la question est de savoir, effectivement, est-ce que ce prix va remonter ou pas? Je veux dire, tout dépend à quelle échéance de temps on se place, bien évidemment. Vous voyez bien que le prix du gaz, du charbon, mais aussi du pétrole, l'ensemble de ce qu'on appelle les commodities, a bien baissé. Et c'est bien ce prix-là qui fait à l'ordre 1 le prix du marché de l'électricité. Je sais qu'il y a, à l'ordre 2, il y a aussi le sujet des surcapacités en Europe, mais à l'ordre 1, il ne faut pas se tromper. À l'ordre 1, le prix de marché de l'électricité est guidé par le prix des commodities, et notamment, pour ce qui nous concerne, le prix du gaz et du charbon. Ce qui fait d'ailleurs que, et vous l'avez sans doute remarqué, même avec une remontée du prix du pétrole, si le prix du gaz et du charbon ne suivent pas, il n'y a pas de remontée du prix de marché de l'électricité. C'est très mécanique comme système. Donc effectivement, si on regarde que le court terme, on a connu des périodes comme ça où ces prix des commodities étaient très bas. On sait qu'on peut passer par ce type de période. C'est des périodes difficiles dans lesquelles, effectivement, il faut innover. Il faut sans doute, c'est le moment, dans ces moments de crise, pour se réinterroger sur la manière dont on fait les choses, pour essayer de les simplifier, pour gagner en performance, pour passer ces périodes-là. On est rentré dans une période comme ça, et il faut le faire. Par contre, et c'est ça le risque, c'est que vous connaissez l'appétit d'un certain nombre de personnes pour l'immédiateté, c'est que ce soit ça qui fasse la politique de long terme. Parce que là, ça serait une erreur extrêmement grave. Quand on regarde bien aujourd'hui, on voit que même avec les tendances minimales des prix de remontée de charbon ou de gaz qu'on peut voir devant nous, il est clair qu'on peut avoir une remontée du prix du marché de l'électricité progressivement, voire brutalement, comme on a eu une baisse brutale, à l'horizon de 3-4 ans, et que donc il faut faire très attention à ne pas se tromper sur la politique à suivre, qui pourrait être une politique, j'allais dire, très simpliste et très court terme, si on n'y fait pas attention, qui consisterait à dire, finalement, comme rien n'est rentable, on ferme, on ne commence pas du nouveau nucléaire, on ne fait rien, et on attend que les prix remontent. Sauf que le jour où les prix remonteront, là, on sera effectivement très très mal. Donc je pense que c'est toute la difficulté qu'il y a à franchir ces périodes-là. Il ne faut pas se perdre. Il faut vraiment garder l'aspect long terme en mémoire pour effectivement passer ces temps difficiles que l'on passe aujourd'hui. C'est pour ça que je pense vraiment que la crise que l'on passe aujourd'hui sur les prix de marché n'est pas durable et qu'il faut garder en tête que les prix vont remonter et garder en tête ce qu'on a lancé aujourd'hui, à savoir le grand carénage de notre parc nucléaire aujourd'hui, un parc nucléaire sûr, propre et performant, qui produit vraiment de l'électricité pour l'ensemble de nos concitoyens de manière efficace. Donc il faut que ce parc, on l'entretienne, qu'on fasse les modifications qu'on a à y faire pour qu'il puisse passer les 40 ans, qu'on fasse la maintenance nécessaire et le remplacement des gros composants, la rénovation des gros composants pour qu'ils puissent continuer de fonctionner. C'est clé. Et dans ce domaine-là, je pense qu'il faut garder deux choses en tête. Il faut rester constant et continuer d'avancer dans ce sens-là. Préparer aussi du nouveau nucléaire, mettre en place du nouveau nucléaire, comme l'a rappelé Xavier, parce que c'est clé pour la préparation de l'avenir, pour le futur. Nos centrales n'iront pas jusqu'à 80 ans ou 90 ans. Bon, j'étais un peu marri d'entendre tout à l'heure parler de centrales vieillissantes. Je trouve qu'à 30 ans, je ne sais pas vous, mais à 30 ans, on est jeune, non ? Donc, je trouve que globalement, nos centrales sont jeunes, elles sont bien. Donc, il faut continuer de les faire vivre, continuer de les entretenir, continuer d'y faire les investissements qu'on a à y faire. Et on peut les amener, à mon avis, loin. Pas forcément à 90 ans, pour reprendre la comparaison avec un être humain, mais finalement, si on peut les amener à 50, 60 ans, ce qui est quand même notre objectif, c'est très, très bien. Et durant ce temps-là, préparer, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, et j'allais dire grâce à notre filière nucléaire
reconfigurer, reperformer, etc., préparer aussi un avenir pour le monde qui soit meilleur, un avenir qui soit un mélange de nucléaire et d'ENR, et notamment qu'on refonde et qu'on renforce notre filière nucléaire, qui est une filière performante pour le pays, filière qui est la troisième filière industrielle dans ce pays, est quand même une filière clé et dont on doit être fier. Et progressivement, effectivement, en même temps qu'on fait ce grand carénage, en même temps qu'on prépare le nucléaire de demain pour pouvoir finalement prendre la suite de nos premiers réacteurs, qui quelque part, si on amène les plus anciens à 50 ans, ça rentreront effectivement aux alentours des années 2030, puisse prendre la suite de ces réacteurs pour continuer de produire un nucléaire surpropre et pas cher, un mix nucléaire et ENR que l'on est capable de faire dans ce pays, parce qu'on a innové dans le passé, parce que quelque part, on a fait des centrales qui suivent le réseau. On est le seul pays nucléaire aujourd'hui dans le monde à savoir marier du nucléaire et des ENR grâce au suivi de réseau. On ne le dit pas assez, et c'est pour ça que j'en profite pour le dire. Et en même temps, effectivement, aller progressivement vers le développement des ENR et le renforcement des ENR. Il n'y a pas de difficulté sur ce sujet-là, en ne se trompant pas, en ne voulant pas aller trop vite et en le faisant en toute humilité. En ne se trompant pas, au sens n'allons pas trop vite, ne faisons pas comme un pays voisin qui est très proche et qui a une frontière du côté de l'Alsace, où quelque part, ce pays-là, en voulant aller très vite, en voulant développer les ENR à toute vitesse, et on ne le dit pas assez, accouplé quand même au réseau depuis 2012 pour équilibrer l'ENR qu'il mettait en place, accouplé chaque année depuis 2012 l'équivalent de Fessenheim en charbon et lignite, un par an, depuis 2012. Quand même. Charbon et lignite qui produisent, comme vous le savez, 900 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est l'ordre de grandeur, et qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'en 2010, le rapport EDF sur Allemagne, si je fais simple, en grammes de CO2 par kilowattheure, était un facteur 10, c'est-à-dire en fait, finalement, on produisait 10 fois moins de CO2 par kilowattheure à EDF par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, ce rapport n'est plus de 10, il est de 30. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'on le dit? Disons-le. Disons-le parce que c'est important. Disons-le parce que, justement, ne faisons pas ce type d'erreur. Faisons des changements, évoluons, mais évoluons effectivement dans le temps, à la vitesse industrielle qui va bien, et quelque part, c'est comme ça qu'on réussira effectivement ce mix ENR nucléaire en France, en Europe et demain dans le monde, qui est si important pour le monde de demain. En toute humilité également, je veux dire, la filière nucléaire aussi doit être humble. J'ai toujours l'habitude de dire que ce qui rime avec sûreté, c'est humilité. Donc soyons humbles. On a des problèmes, on a des événements, on a des difficultés, on a des choses à surmonter. Bon, pas ces histoires de diesel que vous voyez dans la presse là, qui me font bien rigoler. En fait, vous avez dû voir, c'est les derniers articles qui sortent aujourd'hui. C'est simplement qu'on fait de la maintenance préventive et quelque part, comme on anticipe cette maintenance préventive, effectivement, on essaye de voir qu'est-ce qui peut aller, si je fais simple par rapport à la voiture, s'il faut changer non pas à 10 000 km, mais plutôt à 7 000, plutôt à 10 000, ou ce qui peut aller à 13 000, c'est ce qui explique les projections que l'on fait en maintenance et qui conduisent aux déclarations que vous voyez dans la presse aujourd'hui sur nos fameux diesels. En fait, nos diesels sont en gros, si on prend en performance internationale, ça c'est facile, on se compare entre pays. À l'intérieur de Wano, nos diesels sont 10 fois plus fiables que la moyenne de tous les diesels de toutes les centrales nucléaires dans le monde. Donc on est assez à l'aise pour le dire. Il faudra le redire aussi, parce qu'on le dit sans doute pas suffisamment. Mais en toute humilité quand même, parce que globalement, nous ne voyons pas trop beau quand même. Rappelons effectivement qu'on a fait le parc nucléaire français, mais surtout ce qu'on a réalisé, et c'est ça qui est important à retenir, quand on a réalisé le parc nucléaire français, on a industrialisé du copier-coller. On a pris des réacteurs américains et on a fait du copier-coller. Par contre, on l'a industrialisé au sens où on avait une direction, non pas de l'ingénierie, mais de l'équipement, qui a effectivement fait en sorte qu'en fédérant l'ensemble des industries, en fédérant l'ensemble des industriels, on arrive à faire ce qu'on a réussi à faire, à savoir un parc industriel, un parc nucléaire sur propre performance économique, parce qu'on a bénéficié complètement de l'effet d'échelle. N'oublions pas ça, c'est ça qu'on a fait. Et il faut garder, c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est ça nos compétences essentielles, et c'est ça qu'il faut refaire, c'est ce que disait tout à l'heure Xavier, c'est ce côté industrialisation qui est clé dans la performance demain du nouveau nucléaire qu'on est en train de mener.
Alors pour terminer, puisque j'arrive au bout de mon temps de parole, comme je le disais au départ, je pense qu'il y a une autre voie entre chaos social et chaos environnemental. C'est celle que j'ai essayé de vous indiquer là, d'aller vers un mix ENR nucléaire plus fort pour nous, en Europe, dans le monde. Pour ça, s'appuyer sur notre filière industrielle qui est notre nucléaire, qui est une vraie filière industrielle compétente, dans laquelle on innove. On innove, il y a eu plein d'exemples cités, donc je vais pas les répéter, puisque Bernard en a cité plein, Xavier aussi. On innove par ce que j'appellerais le Kaizen à la mode japonaise. Dans notre façon d'exploiter au quotidien le parc, on a plein d'innovations, on a un challenge de l'innovation. Quand on y vient, c'est quand même magnifique, parce que quelque part, on y voit plein de gens qui, dans leur centrale, au plus près de la machine, ont trouvé des idées, des choses à faire un peu mieux que ce qu'ils faisaient auparavant, et qui sont des vraies choses et des vrais développements en matière de performance, avec des côtés de challenge entre les uns et les autres qui est très plaisant à faire, avec des prix d'innovation qui sont remis. On voit que cette innovation-là existe. Deuxième innovation qu'il va falloir qu'on mène derrière, très importante pour nous, c'est effectivement dans les grosses modifications qu'on va faire au moment de la VD4, dans les grosses réalisations et dans les gros changements de composants qu'on est en train de faire aujourd'hui, comment on a en amont une ingénierie qui pense difficulté de réalisation au moment de la conception. C'est pas facile pour une ingénierie d'arriver à faire ça, qui arrive à finalement se projeter non seulement dans finalement qu'est-ce qui est le mieux à faire d'un point de vue conceptuel, mais qu'est-ce qui est le mieux à faire pour que ça soit réalisé efficacement et que ça fonctionne efficacement. C'est pas forcément, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pas que le nucléaire, c'est partout, c'est pas forcément comme ça que l'ingénierie travaille parfois, et c'est une vraie révolution qu'on a à faire en interne. Et juste pour conclure, dans un monde où quelquefois on considère que le nucléaire est ringard, je dis qu'est-ce qui est le plus ringard ? Qu'est-ce qui est le plus ringard finalement entre Uber, qui consiste finalement à enrichir le propriétaire d'Uber et à paupériser tous les conducteurs de taxi ? Ou est-ce que ce qui est finalement vraiment pas ringard, ce qui est vraiment innovateur, c'est justement de demander à nos jeunes ingénieurs de nous rejoindre et de trouver avec nous cette voie qui évitera le fossé du chaos social, du chaos environnemental, cette voie qui consiste à faire pour demain un mix ENR et nucléaire performant pour le bien de l'humanité. En tout cas, moi je sais ce qui n'est pas ringard. Merci.